En tant que groupe ils n'ont pas besoin d'être présentés. Ce sont les architectes derrière le 11 septembre, le 7 juillet, les attentats des trains de Madrid et d'innombrables autres atrocités. Un groupe qui s'est fait connaître en 2001 avec l'un des plus grands coups d'éclat du monde occidental. Ils étaient dirigés par l'un des individus les plus fanatiques que le monde ait jamais connus. Pour ce groupe, leur online, leur religion, l'islam et la manière dont ils la pratiquent, ce n'est pas seulement une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir, c'est aussi une cause pour laquelle il vaut la peine de tuer. Des dizaines de milliers de personnes ont péri directement à cause de leurs actions, et la guerre contre le terrorisme menée ensuite par les États-Unis en a tué beaucoup d'autres en tentant de les arrêter. Qui est ce groupe? Qui le dirige et défend sa cause? Quelle est leur origine? Comment un groupe de djihadistes des années 1970 a-t-il organisé l'une des plus grandes attaques terroristes de l'histoire? Comment parviennent-ils à mener des attaques aussi sophistiquées? Qui finance la terreur? Et surtout, pourquoi font-ils cela? Ils sont l'un des groupes terroristes les plus tristement célèbres au monde, Al-Qaïda. Les organisations terroristes sont par nature obscures et évoluent dans un univers souterrain où les informations sont floues. Elles demeurent dans l'ombre avant d'agir. Ainsi, les gens peuvent entendre les noms de ces groupes, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, et cela ne signifie pas grand-chose d'autre qu'un groupe islamiste dangereux qui tue des innocents. Nous allons donc vous donner un aperçu du qui, quoi, quand, où, comment, et surtout du pourquoi d'Al-Qaïda, afin de les distinguer des autres. De cette façon, vous repartirez de cette vidéo avec une compréhension approfondie de ce que représentent ces groupes, de la manière dont ils opèrent et des raisons pour lesquelles ils agissent ainsi. Il faut d'abord montrer le vrai potentiel de ces groupes. Alors préparez-vous, car cela devient assez morbide très rapidement, et ça ne va pas s'alléger. Le 11 septembre 2000, un 19 pirates de l'air sont montés à bord de 4 avions de ligne américains, ont maîtrisé les pilotes armés de cutters et ont ensuite précipité les avions contre des monuments symboliques de l'hégémonie américaine. Les cibles étaient les tours nord et sud du World Trade Center à New York, le Pentagone à Washington et la Maison Blanche. 3 avions ont atteint leur cible. Le 4e s'est écrasé en Pennsylvanie après la résistance courageuse des passagers contre les pirates de l'air alors qu'ils visaient la Maison Blanche. Dans les avions eux-mêmes, il n'y a eu aucun survivant. Environ 3000 personnes ont été tuées lors de l'attaque la plus meurtrière aux États-Unis depuis Pearl Harbor. Al-Qaïda n'était pas nouveau. On savait qu'ils étaient dangereux, mais là, c'était bien pire. Ce n'est pas seulement aux États-Unis qu'Al-Qaïda et son chef de l'époque, Oussama Ben Laden, se sont fait connaître. Le 7 août 1998, des explosions ont frappé les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam en Tanzanie. Al-Qaïda revendiquera plus tard l'attentat de 2002, quand 2 bombes ont explosé dans le quartier touristique de Kuta, à Bali, en Indonésie, causant 224 morts et plus de 4500 blessés. En 2007, une série de voitures piégées a explosé à Bagdad, dernier épisode d'attentat causant des centaines de victimes supplémentaires. En 2004, à l'heure de pointe à Madrid, 10 explosions dans 4 trains ont tué 193 personnes et blessé plus de 2000. Al-Qaïda a aussi revendiqué les attentats du 7 juillet à Londres, où des kamikazes ont fait exploser leurs gilets dans les transports en commun. 52 morts et près de 800 blessés. En 2015, Al-Qaïda a revendiqué le massacre de Charlie Hebdo, où le siège du magazine parisien a été attaqué par des hommes armés après la publication d'une caricature de Mahomet. La capitale de la France a été saisie par la peur. Pendant 3 jours, des otages ont été pris et 14 personnes tuées avant que le siège d'un supermarché parisien ne mette fin à la folie. Ces attaques étaient la façon pour Al-Qaïda de s'annoncer au monde. Cela montrait qu'ils étaient fanatiques, dévoués, ingénieux et prêts à mourir pour leur cause. Leur prévalence a donné lieu à un débat plus large dans la société occidentale sur l'islam radical, et leurs atrocités ont façonné la politique du monde occidental au cours des 2 dernières décennies. Pour faire simple, ces types ne plaisantent pas. Mais qui sont ces terroristes? D'où viennent-ils? Et quand ont-ils commencé à décider de faire exploser des innocents au nom du djihad mondial? Je veux juste continuer. Quand il s'agit de savoir qui compose Al-Qaïda, il y a quelques questions à se poser. Qui sont les dirigeants de cette organisation ayant élaboré les plans et donné les ordres responsables de tant de souffrances? Qui compose les rangs de base? Les soldats de terrain souvent chargés du sale boulot pour leurs supérieurs. C'est plus complexe que vous ne le pensez. Pour y répondre, il faut examiner la structure organisationnelle d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation très horizontale. Un conseil central, dirigé par un émir ou commandant, prend les décisions exécutives de l'organisation. Des comités couvrent des secteurs clés de leur organisation,
médias, armée, politique, religion, ainsi que logistique et administration. Cependant, les conseils et comités d'Al-Qaïda ne sont pas les seuls à prendre les décisions. Al-Qaïda mène diverses opérations régionales, comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Shabaab en Afrique de l'Est. Ils sont affiliés à une vingtaine de groupes islamistes radicaux. Ces organisations affiliées et régionales arborent le drapeau d'Al-Qaïda, mais ont aussi une certaine autonomie et parfois leur propre comité. Les acteurs régionaux eux-mêmes s'appuient souvent sur des cellules individuelles de djihadistes radicaux pour mener des attaques au nom d'Al-Qaïda. La décentralisation de la structure de prise de décision permet à l'organisation de rester flexible sur le plan pratique. Même si le chef était éliminé, quelqu'un d'autre peut prendre la relève et poursuivre les opérations normalement. Vous pouvez couper la tête du serpent, mais la queue continue de bouger. Cependant, le type de structure horizontale qu'utilise Al-Qaïda comporte tout de même des risques. Dire qu'une structure aussi horizontale et semi-autonome est difficile à contrôler, c'est comme dire que Spider-Man est un super-héros cool. C'est vrai, mais ça ne rend pas vraiment compte de l'ampleur du phénomène. La prise de décision d'Al-Qaïda ressemble à tenir une lance à incendie par le milieu. Vous arriverez à diriger l'eau vers la bonne direction et, lorsque les planètes seront alignées, arroser votre ennemi, mais beaucoup d'autres seront mouillés sans grand moyen d'y remédier. Les agents opérant sous la bannière d'Al-Qaïda sont, dans de nombreux cas, libres de mener le djihad comme ils l'entendent, tant que leurs actions sont en accord avec les principes d'Al-Qaïda. Ce critère peut créer des divisions. Selon le Brookings, lors de la guerre en Irak, les dirigeants d'Al-Qaïda ont envisagé de séparer leur branche irakienne en raison de ces attaques contre les musulmans sunnites, principale base de soutien d'Al-Qaïda. Il est absurde de penser que tous les musulmans sunnites soutiennent Al-Qaïda. En Irak, Al-Qaïda a rejeté cette idée, traitant toute personne qui ne soutenait pas leur cause d'apostate et donc digne de mort, qu'elle soit sunnite ou non. Même si Al-Qaïda ne se soucie sûrement pas de son image, attaquer les musulmans sunnites risquait d'aliéner le groupe de sa seule base de soutien importante. Al-Qaïda en Irak a finalement fait scission avec Al-Qaïda à proprement parler et s'est rendu en Syrie, où un califat a été formé conformément aux principes fondateurs d'Al-Qaïda. Ce groupe formera ensuite l'État islamique, ou Daesh. C'est le problème d'une structure décentralisée basée sur le djihad radical. Il y aura toujours quelqu'un de plus extrême. C'est une course vers le fond de la dépravation et de la violence. Cela limite la croissance d'Al-Qaïda avant qu'elle ne se divise en d'autres groupes islamistes. Mais qui était la tête du serpent ? Qui a été le grand méchant qui tirait les ficelles à la tête de la plus grande organisation terroriste de ce millénaire ? Eh bien, pour comprendre cela, nous devons revenir un peu en arrière et plonger dans l'histoire jusqu'au cimetière des empires, l'Afghanistan. En 1979, l'invasion soviétique de l'Afghanistan a provoqué l'émergence des Moudjahidines, un mouvement islamique révolutionnaire. Parmi les Moudjahidines se trouvaient deux fondamentalistes islamiques dont vous avez peut-être entendu parler, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri. Ces deux hommes faisaient partie des Moudjahidines, qui combattaient pour libérer l'Afghanistan du contrôle soviétique. Alors que les mouvements djihadistes islamiques commençaient à se développer dans les pays musulmans dans les années 70 et 80, cela a inspiré des intellectuels djihadistes à repenser la place de l'islam dans le monde. Les écrits de Saïd Qutb, érudit islamiste égyptien et idéologue des frères musulmans, ont favorisé la naissance d'Al-Qaïda. Qutb affirmait que le monde islamique, appelé Ammar, n'était plus islamique sans la charia, et qu'un djihad mondial était nécessaire pour restaurer de vrais États islamiques, en renversant notamment les régimes musulmans s'étant éloignés du véritable islam. Qutb a été exécuté par l'État égyptien en 1966, mais ses paroles ont marqué de nombreux musulmans radicaux qui le suivaient. Un de ces musulmans radicaux était l'Égyptien Ayman al-Zawahiri qui, aux côtés de l'Arabie saoudite et d'Oussama Ben Laden, allait fonder Al-Qaïda, les écrits de Qutb, constituant la base de l'idéologie du groupe. Même le nom Al-Qaïda est une traduction signifiant la fondation ou la base, indiquant qu'il s'agit d'un véhicule par lequel les écrits de Qutb pouvaient devenir réalité. Ben Laden a donné une interview à CNN en 1997, ce qui explique en partie le nom en citant ses propos. Le nom Al-Qaïda a été choisi il y a longtemps, un peu par hasard. Feu Abu Obeida el-Banachiri a créé des camps d'entraînement pour les Moudjahidines contre le terrorisme russe. Nous avions surnommé le camp Al-Qaïda. Le nom est resté. Fin de citation.
Oussama Ben Laden a dirigé Al-Qaïda de sa création en 1988, jusqu'à sa mort en 2011 lors de l'opération Neptune Spear menée par l'équipe Sea, Air and Land 6 à Abbottabad, Pakistan. Al-Zawahiri, bras droit de Ben Laden et cerveau présumé du 11 septembre, a dirigé Al-Qaïda jusqu'à sa mort par l'armée américaine. Il a été tué lors d'une frappe de drone à Kaboul en 2022. Depuis lors, selon des rapports de politique étrangère, aucun chef officiel n'a été annoncé pour l'organisation, bien que Saïf al-Adel soit devenu le chef de facto. D'après les rapports de politique étrangère, il se cacherait en Iran depuis 2003, mais d'autres le placent en Afghanistan. Diriger une organisation terroriste sunnite coincée entre l'Iran chiite et l'armée américaine est une position très inconfortable. Se cacher en Iran peut dissuader les États-Unis de le tuer, mais Israël, ayant déjà frappé l'Iran en 2024 pour éliminer Ismail Haniyeh, n'a pas ces scrupules. Donc Al-Adel doit avancer avec une extrême prudence où qu'il se trouve. Voilà pour les dirigeants. Mais qu'en est-il des simples soldats? Qui composent leurs rangs? En ce qui concerne les rangs d'Al-Qaïda, il s'agit pour la plupart de jeunes hommes sunnites radicalisés. Comme les affiliés d'Al-Qaïda sont présents dans de nombreux pays, le groupe est assez diversifié ethniquement. La plupart des sunnites rejoignant Al-Qaïda combattent généralement dans leur pays ou région. Plus ou moins partout où il y a une grande population de jeunes hommes sunnites, Al-Qaïda suivra pour essayer d'augmenter ses effectifs de recrutement. Selon le Conseil des Relations étrangères, les foyers d'Al-Qaïda entourent son noyau en Afghanistan et ses affiliés régionaux au Pakistan, en Syrie, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique du Nord, au Maghreb, dans le sous-continent indien et la péninsule arabique. Il est difficile d'estimer le nombre exact de membres d'Al-Qaïda car la situation des groupes affiliés change sans cesse. Le Conseil des Relations étrangères a estimé le nombre total de membres d'Al-Qaïda et de ses affiliés à plusieurs dizaines de milliers en 2019. Depuis la reconquête de l'Afghanistan par les talibans, après le retrait américain en 2021, le noyau central d'Al-Qaïda dispose d'une base d'opération protégée par le gouvernement taliban. Très bien, voilà pour le qui. Mais la grande question sur des organisations terroristes comme Al-Qaïda reste le pourquoi. Qu'est-ce qui pousse un groupe de personnes à tirer et à faire exploser des civils innocents? Eh bien, c'est parce que, selon la propre doctrine d'Al-Qaïda, ils ne sont pas innocents. Al-Qaïda a un plan en plusieurs points pour mener un djihad mondial, mais surtout dans le monde musulman. Nous n'allons pas passer en revue le plan complet en détail ici, car cela prendrait toute la journée, mais cita le tonte tranan. Mais il s'agissait d'attirer les États-Unis et l'Occident dans un conflit prolongé par le biais de leur djihad, en entraînant les États-Unis dans des guerres avec le monde musulman, ce qui provoquerait ensuite un retour de bâton. Le plan visait à déstabiliser les États-Unis pour provoquer l'effondrement des marchés mondiaux, affaiblissant ainsi les régimes et permettant aux djihadistes de prendre le pouvoir et d'imposer un État islamique fondamentaliste. Ce djihad révolutionnaire est également appelé salafisme. Cela mènerait à une confrontation finale entre le monde islamique et l'Occident, l'islam l'emportant. À l'exception de quelques points justes, Al-Qaïda n'a pas atteint ses objectifs. Ces objectifs ont été réalisés dès 1988 par le savant islamiste palestinien et enseignant du djihad Abdullah Azzam, qui, dans le numéro de 1988 du magazine Al-Jihad, oui, ça existe vraiment, a décrit une avant-garde religieusement engagée de musulmans pour mener le djihad mondial, libérer les musulmans opprimés des envahisseurs étrangers et établir la loi de la charia dans l'Oumma en renversant les gouvernements laïques au pouvoir. Ben Laden explique aussi pourquoi son groupe a déclaré le djihad contre les États-Unis. Je cite ses propos traduits. Le gouvernement américain a agi de façon injuste et criminelle en soutenant l'occupation israélienne de la Palestine, rendant les États-Unis responsables des morts en Palestine, au Liban et en Irak. En raison de sa soumission aux Juifs, l'arrogance du régime des États-Unis a atteint le point où ils ont occupé l'Arabie, le lieu le plus sacré des musulmans, qui sont aujourd'hui plus d'1 milliard dans le monde. Pour ces actes d'agression et d'injustice, nous avons déclaré le djihad contre les États-Unis. Fin de citation. L'idée de libérer le monde musulman d'un envahisseur étranger vient directement des écrits de Qutbi et du manuel idéologique d'Al-Qaïda. Pour faire simple, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Ainsi, toute personne contribuant à la prétendue soumission du monde musulman, y compris les citoyens occidentaux, devient une cible légitime pour les attaques d'Al-Qaïda. Comme indiqué, cela concerne aussi toute nation non soumise à la loi islamique, soit la plupart. Le Centre de lutte contre le terrorisme de West Point a traduit le document sur l'organisation et les statuts d'Al-Qaïda qui précise la position sur les gouvernements refusant leur régime salafiste. Citation.
Notre position envers les tyrans, partis laïcs et nationalistes, est de ne pas les soutenir, de les discréditer et de rester leurs ennemis tant qu'ils ne croient pas ce ton en mes parents, t'attendent pas en Dieu seul. Nous ne devons accepter aucune demi-mesure avec eux, ni négocier ou les apaiser. » Fin de citation. Il est évident que cette version de l'islam exclut les infidèles. Ce sont des idéaux assez élevés sur le papier et Al-Qaïda a en partie réussi à les concrétiser. Alors comment s'y prennent-ils ? Quelles sont les stratégies d'Al-Qaïda pour recruter, financer et commettre ces actes de violence ? Nous savons donc qui est Al-Qaïda. Nous savons quand ils étaient les plus influents et nous savons à peu près où ils opèrent et pourquoi. Mais maintenant, nous devons nous pencher sur la façon dont cette organisation fonctionne. Quels sont les facteurs clés qui facilitent le fonctionnement d'Al-Qaïda aujourd'hui ? Cela peut être divisé en 3 grandes sections. Comment Al-Qaïda recrute, finance ses activités et organise ses attaques terroristes ? Voici les grandes lignes. Comment Al-Qaïda parvient-elle à mener des attaques terroristes dans des pays du monde entier avec un certain succès, alors qu'elle est concentrée dans seulement quelques endroits clés ? Eh bien, la structure en cellules et régionale d'Al-Qaïda facilite cela. Les ordres n'ont pas forcément besoin de venir d'en haut pour que des attaques aient lieu. La semi-autonomie des cellules terroristes permet à chacune de planifier et mener une attaque. C'est aussi ainsi qu'Al-Qaïda a pu attaquer des cibles occidentales, car des cellules dormantes dans les pays occidentaux peuvent mener des actions en accord avec la vision d'Al-Qaïda du djihad mondial. Des membres d'Al-Qaïda sont formés dans des camps avec armes à feu et explosifs, selon une citation de Ben Laden sur le nom du groupe. Al-Qaïda infiltre également couramment les zones de conflit afin d'étendre son pouvoir et son influence, le Yémen en étant un excellent exemple. Al-Qaïda dans la péninsule arabique compte environ 4000 combattants au Yémen, selon le Conseil des Relations étrangères. Le renseignement d'Al-Qaïda est souvent sous-estimé lors de leurs attaques. Ils répètent plus souvent des attaques et réalisent fréquemment une reconnaissance préalable pour évaluer la sécurité et les opportunités d'attaque. Cela détermine le mode d'attaque, armes à feu ou explosifs selon la situation. Cependant, les explosifs causent le plus de dégâts collatéraux et maximisent les pertes humaines, ce qui est un élément clé de la doctrine d'Al-Qaïda, les rendant donc préférables. Les attaques incluent embuscades, attentats suicides, voitures piégées ou détournements, selon les moyens d'une cellule à ce moment-là. Cette approche rend Al-Qaïda extrêmement adaptable à la situation sur le terrain dans une zone spécifique. Les cibles des attaques sont souvent choisies pour leur symbolisme ou leur importance. Après le 11 septembre, qui visait le pouvoir financier et politique américain, les attentats du 7 juillet et de Madrid ont frappé les transports en commun pour tuer massivement dans un espace réduit, mais aussi comme symbole de la modernité, de l'interconnexion et du multiculturalisme des capitales occidentales. Cela diffère, selon Brookings, d'une organisation comme Daesh, qui cherche à mener le djihad partout, à tout moment et de toutes les manières possibles. Mais avant que quelqu'un ne mène une attaque terroriste dans un centre urbain, il doit d'abord être recruté et Al-Qaïda utilise différents moyens pour faciliter ce recrutement. Chaque personne ou lieu est unique et Al-Qaïda utilise souvent une approche « essayer tout et voir ce qui marche pour recruter ». Les membres sont recrutés via la famille, les amis, les institutions, écoles, universités ou, de plus en plus, les réseaux sociaux. Leur message peut être transmis par le biais de médias sponsorisés, de détenus à détenus dans les prisons ou de l'imam aux fidèles dans les mosquées. La diversité des stratégies de recrutement d'Al-Qaïda augmente la probabilité qu'un jeune musulman marginalisé soit convaincu de devenir martyr. Al-Qaïda diffuse même des informations sur la fabrication d'engins explosifs et la manière de mener le djihad sur Internet dans ce que l'on appelle désormais des attaques de loups solitaires, où l'individu radicalisé n'a même pas besoin de rencontrer son recruteur en personne pour rejoindre la cause. Nous voulons être aussi clairs que possible. N'allez pas chercher ce genre de choses sur Internet, à moins que vous ne vouliez que les autorités viennent frapper à votre porte. La lutte antiterroriste comprend la surveillance en ligne. Vous êtes avertis. D'après la Research and Development Corporation, Al-Qaïda cible principalement les jeunes hommes sunnites de familles dysfonctionnelles. Une gravité familiale moindre peut souvent suffire à les éloigner et à les radicaliser. Al-Qaïda sait que son image facilite le recrutement. C'est pourquoi CNN a pu interviewer en 1997 sans doute l'homme le plus dangereux du monde. En fait, selon Brookings, Al-Qaïda est même considérée comme tolérante envers certains d'occidentaux non musulmans, comme les journalistes et les travailleurs humanitaires. Brookings rapporte aussi qu'Al-Qaïda a libéré certains captifs, après les avoir arrêtés. Faute de meilleure expression, le combat d'Al-Qaïda n'est pas contre eux, les Scanarsos.
Ces individus ne s'en sortent pas aussi bien lorsqu'ils sont détenus par Daesh, qui considère tous les Occidentaux non musulmans comme des apostates devant être exécutés. Pour une organisation de dizaines de milliers de membres, il est légitime de se demander d'où Al-Qaïda tire ses ressources financières pour mener des conflits mondiaux. Pendant longtemps, on croyait couramment que la fortune personnelle d'Oussama Ben Laden finançait le groupe, car sa famille est très riche. Son père, Mohammed Ben Awad Ben Laden, était un homme d'affaires très prospère qui a bâti un empire de la construction en Arabie Saoudite. On croyait que Ben Laden fils avait hérité de l'immense fortune de son père. De nombreux avoirs de Ben Laden étaient déjà gelés lorsqu'il est allé en Afghanistan au lieu de rejoindre Al-Qaïda. On aurait pu penser qu'après la mort de Ben Laden, le financement de l'opération diminuerait s'il en était le principal financeur. Al-Qaïda emploie diverses techniques et stratégies dans ses zones d'influence pour collecter des fonds. La première chose à dire, c'est que le seuil financier du terrorisme n'est globalement pas très élevé. Le Centre international pour la lutte contre le terrorisme estime que le 11 septembre a coûté environ 500 000 $. Madrid, c'était 50 000 $. Le 7 juillet à Londres, juste 15 000. Avant le 11 septembre, la CIA estimait le coût annuel d'Al-Qaïda à environ 30 millions de $, permettant à quelques bailleurs de fonds riches de financer ces opérations sur une longue période. Les facilitateurs financiers d'Al-Qaïda collectent de l'argent auprès de donateurs conscients ou non, de mosquées, qudins et d'imams sympathisants, ainsi que d'organisations non gouvernementales comme des associations caritatives à la réputation douteuse, dont beaucoup se trouvaient en Arabie Saoudite et en Arabie Saoudite. L'International Center for Counter-Terrorism indique que l'argent est distribué aussi vite qu'il est collecté et n'a trouvé aucune preuve d'une banque centrale ou d'un trésor pour Al-Qaïda. Autant que nous aimerions imaginer les membres d'Al-Qaïda mettre quelques pièces dans une tirelire, il n'est tout simplement pas réaliste ni intelligent de garder tout l'argent destiné au terrorisme au même endroit. Certains donateurs savaient où allait leur argent, d'autres non. L'International Center for Counter-Terrorism précise que la plupart des fonds sont collectés durant le Ramadan. Selon les régions à l'époque moderne, il existe des méthodes de collecte de fonds moins favorables mais non confirmées. Les escroqueries, les sociétés écrans, la criminalité financière, la drogue, la fraude à la carte bancaire et même les techniques d'enlèvement et de rançon sont toutes utilisées à des degrés divers dans le monde entier. Il est aussi essentiel pour Al-Qaïda de transférer de l'argent, ce qui soulève de nombreuses questions. Le Centre international de lutte contre le terrorisme, a déterminé que les 2/3 de l'argent dépensé pour le 11 septembre ont transité par des banques américaines. Cependant, après le 11 septembre et la répression financière qui a suivi, cela est devenu beaucoup plus difficile, ce qui a conduit Al-Qaïda à développer des techniques et des stratégies inventives pour transférer de l'argent rapidement et discrètement. Le centre Wilson indique qu'Al-Qaïda utilise toujours des banques offshore et traditionnelles, malgré le risque élevé de saisie d'actifs. Ils commercent aussi des matières premières comme l'or, les diamants, le pétrole et l'argent liquide, tous difficiles à tracer. Un autre système clé est la hawala, un système informel de transfert d'argent qui fonctionne en dehors des marchés financiers traditionnels et en parallèle à ceux-ci. Comment ça marche ? Par exemple, si je veux envoyer de l'argent à mon tailleur pour ses belles vestes, même si je n'en porte pas aujourd'hui. Je verrai un hawalada, intermédiaire, à qui je remettrai l'argent et les coordonnées de mon tailleur. Le hawalada contacte un autre hawalada dans le pays où vit mon tailleur et lui transmet les informations. Les deux hawaladas s'accordent pour la transaction, puis le second remet l'argent à mon tailleur. Les hawaladas se réunissent plus tard pour régler la dette. Je pourrais envoyer de l'argent à mon tailleur à l'étranger sans laisser de traces écrites nous liant. Ces vestes raffinées et intraçables valent chaque centime. C'est un système ancien qui est utilisé depuis des siècles et qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Dans les zones de guerre, c'est un moyen assez fiable d'envoyer rapidement de l'argent. Mais cela permet aussi à des groupes comme Al-Qaïda d'échapper à la surveillance des systèmes financiers traditionnels. C'est la base des méthodes d'Al-Qaïda. Ce sont ces stratégies, ainsi que leurs doctrines et leurs dogmes, qui leur permettent de soutenir autant de violence à travers le monde. Où est-ce le cas ? Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas beaucoup vu Al-Qaïda dans les gros titres récemment. Sont-ils devenus clandestins ? Ont-ils disparu, minés par des luttes internes après la mort de leur chef ? Cela pourrait vous surprendre, mais malgré un changement de stratégie, Al-Qaïda reste bien vivant et actif. Alors, qu'en est-il d'Al-Qaïda aujourd'hui ? Depuis le 11 septembre et le pic de leurs attaques dans les années 2000, vous pourriez être tenté de penser que l'organisation est quelque peu tombée dans l'oubli. Et il est clair que, bien que Al-Qaïda soit sans aucun doute toujours une organisation sérieuse et dangereuse, elle a rapidement disparu des médias occidentaux. La dernière attaque vraiment marquante, selon Foreign Policy, a eu lieu en 2019 lorsqu'un stagiaire de l'armée de l'air saoudienne, travaillant avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a tué 3 marins à la base navale de Pensacola.
Le groupe s'est davantage décentralisé avec le temps, mettant désormais l'accent sur des acteurs régionaux cherchant à provoquer des bouleversements politiques par la violence. Le but d'Al-Qaïda est finalement de créer un véritable État islamique après tout, et même si des attaques spectaculaires en Europe et aux États-Unis ont fait connaître Al-Qaïda au monde entier, elles n'ont pas vraiment fait avancer les objectifs du groupe dans l'Oumma. Le combat se joue désormais chez eux, ce qui pourrait traduire un recentrage d'Al-Qaïda, s'éloignant des attaques internationales qui les ont marginalisés. La scission d'Al-Qaïda en 2013, avec la création de Daesh par une branche dissidente, a aussi éloigné de nombreuses personnes de son influence. Une organisation encore plus radicale a remplacé Al-Qaïda comme principale organisation terroriste, tentant de créer un califat en Syrie et en Irak dès les années 2010, une initiative que, malgré la défaite de Daesh, Al-Qaïda n'a pas vraiment réussi à reprendre. Il est logique que certains aient choisi de faire défection. Daesh tentait d'accomplir en direct le but d'Al-Qaïda, et un temps, cela a semblé possible. Les filiales et le noyau d'Al-Qaïda ont aussi perdu de nombreux dirigeants depuis le début de la guerre contre le terrorisme, rendant plus difficile la coordination d'attaques extérieures. Les deux fondateurs sont morts s'en allant, sans atteindre leurs objectifs, ce qui peut en décourager beaucoup dès le début. Si c'est ce qui est arrivé à l'émir, je veux dire, quel espoir un simple soldat peut-il avoir ? Les programmes de drones et de frappes aériennes des États-Unis, ainsi que la formation des armées étrangères aux tactiques de lutte contre le terrorisme, ont également contribué à réduire le nombre de dirigeants d'Al-Qaïda. Leurs bailleurs de fonds ont aussi été ciblés, même si l'argent vers Al-Qaïda ne peut être totalement stoppé à cause de leurs nombreuses activités, cela freine leur développement et rend tout investissement plus risqué. En termes commerciaux, Al-Qaïda a traversé une restructuration pour concentrer ses efforts là où c'est important. Pour l'instant, c'est en Occident. Al-Qaïda était jadis redouté dans le monde entier, un héritage puissant. Cependant, il est également important de regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Les effectifs d'Al-Qaïda restent stables. Ils ont des bastions dans la plupart du monde islamique, et leur noyau est situé en Afghanistan sous un régime allié. Ils se sont reconstruits et adaptés en secret, attendant leur moment pour agir. Espérons pour le bien de nous tous que cela n'arrivera pas de sitôt. Et merci de nous avoir regardés.